Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à toutes, très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis midi. On va parler de solutions et on va parler d'une solution qui est née il y a 1 an jour pour jour, c'est quasiment son anniversaire. Il s'agit de Naoned IA. Souvenez-vous, l'année dernière, j'ai invité Francky Trichet pour parler de cette nouveauté qu'un collectif de Nantais avait lancé, de promouvoir une intelligence artificielle qui soit éthique et populaire. Eh bien, 1 an après, c'est bien les déclarations, mais 1 an après, qu'est-ce qui s'est passé ? Francky Trichet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, complètement fasciné par la pochette d'Étienne Dao que vous avez sous les yeux. Je confirme, mon album préféré. Votre album préféré. Qu'est-ce qui s'est passé avec Naoned IA depuis 1 an, Francky ? Alors, on a fédéré encore plus de monde Ouais. et on a lancé 3 grands chantiers qui sont en cours. Des chantiers dans lesquels on veut vraiment montrer aux Nantais et aux Nantaises que l'intelligence artificielle peut apporter des choses très concrètes, très pragmatiques. Un chantier autour de la gestion des données afférentes aux gens qui ont des problématiques de surendettement. Donc là, on travaille avec plusieurs banques pour essayer de trouver des nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle pour justement anticiper et éviter ces problèmes-là. Un deuxième projet qui, lui, est en lien avec le logement, pour calculer ou essayer d'estimer le prix du logement aujourd'hui et dans 3 ans. Et puis un autre sujet sur lequel on travaille aussi, sur le gaspillage dans les cantines scolaires, sur lesquels on est en train justement de... Alors comment sont nés ces 3 projets ? C'est l'ensemble du collectif qui s'est réuni, qui s'est dit, tiens, il y a 3 sujets, c'est une convergence d'acteurs que vous avez rencontrés ou que vos équipes ont rencontrés ? Voilà, c'est à la fois en interne à la métropole, des sujets sur lesquels on aimerait avoir des solutions. Et puis après, des envies du collectif. On a monté des consortiums. En fait, on a lancé des appels à candidature sur ces sujets-là. Et certains se sont dit, moi, je suis intéressé pour mettre du mécénat de compétences. Et donc, il y a des groupes de travail qui sont mis en place, à la fois parce qu'il faut de la donnée, donc les gens qui apportent leurs bien données. du micro. Et ensuite, parce qu'il faut des gens qui travaillent sur les algorithmes. Et on est vraiment dans le faire. Donc en fait, les consortiums sont tous au travail, réellement. Donc il y a des entreprises, il y a aussi des académiques, et puis il y a les données qu'on va chercher en amont. L'objectif, c'est de faire une restitution pendant la Digital Week, donc rendez-vous en septembre pour voir où ces projets sont arrivés, où ont été les vrais défis, où est-ce qu'il y a encore des problèmes réglementaires, et où est-ce qu'on va avoir des solutions réelles, je le pense, je l'espère. Alors, un collectif, tout le monde ne travaille pas dans ces consortiums. Finalement, il s'engage à quoi un petit peu ce collectif sur la durée ? Il se retrouve régulièrement, il travaille. Quelle est la vie de ce collectif ? Voilà, il y a des groupes de travail qui sont plutôt en off, on va dire. Ils avancent en particulier sur les algorithmes. Il y a des temps collectifs qu'on fait régulièrement, donc une fois tous les 2 mois pour faire un état des lieux. Déjà, on a passé des caps. On est allé à Montréal aussi, parce qu'il y a 15 jours, on était à Montréal. Oui, c'est ça. Là, il y a eu la grosse délégation nantaise à Montréal. Voilà, 80 personnes. Et on a vraiment aussi parlé beaucoup d'IA, parce qu'il y avait la thématique d'intelligence artificielle. Montréal, c'est la capitale mondiale de l'IA. Donc, il y a beaucoup d'accroches qui ont été réalisées aussi sur justement cette volonté de se dire, il y a un collectif territorial qui s'empare de cet enjeu de la donnée et d'intelligence artificielle, avec vraiment cette variété, cette mixité des acteurs. Et ça, je pense que c'est assez, en tout cas, inédit. Et on continue sur cette approche très pragmatique du faire, à la fois pour justement sensibiliser et dire que l'intelligence artificielle, ça fait peur, mais pas que. Donc on fait beaucoup de petits événements, beaucoup de rencontres d'entreprises pour justement, entre guillemets, sensibiliser, rassurer. Voilà, rassurer, faire de la médiation sur ce sujet. Et puis moi, je crois beaucoup à ces projets très, très pragmatiques où on sort des produits, des intelligences artificielles territorialisées pour les gens. Et on parlait d'IA éthique et populaire. Populaire, ça veut dire aussi peut-être un apprentissage, une connaissance. Aujourd'hui, il y a des réflexions au niveau de la métropole d'intégrer l'éducation, on parle d'éducation aux médias en radio, mais de l'éducation à l'IA à l'intérieur des programmes scolaires, à l'intérieur des activités périscolaires peut-être ? Alors, aller jusqu'à ce niveau-là, aujourd'hui, c'est peut-être pas encore assez mature, malheureusement, peut-être, j'ai envie de dire. En tout cas, on avance aussi sur ce sujet-là. On va avoir une école d'intelligence artificielle qui vient avec Simplon et Microsoft et tout un tas d'acteurs, je pense à CGI, qui mettent effectivement cette école au service des gens qui sont en décrochage professionnel. Parce qu'on va aller Donc chercher... là, c'est plutôt l'autre côté de la barrière, ceux qui sont en décrochage professionnel et scolaire, pour leur redonner finalement une visée, une vision d'emploi. Et l'idée, c'était vraiment
vraiment de se dire, on va pas chercher des experts, on va pas chercher des bacs plus 5. Justement, on montre que l'intelligence artificielle, c'est comme le web il y a quelques années. Nous, on croit que ça va être aussi populaire d'un point de vue professionnel. Et on va le démontrer à partir d'octobre. La première promotion va arriver et ces gens-là, ils vont avoir 6 mois de formation et ensuite de l'alternance dans des partenaires qui sont déjà présents. Donc, il y a 18 candidats qui vont être justement recrutés. Donc, je pense que ça va être une première pierre parce que c'est quand même aussi inédit en France. Alors, une chose aussi qui est inédite en France, c'est ce qui s'est passé mercredi midi, la charte métropolitaine de la donnée. On parle beaucoup depuis un an, parce que c'est un autre anniversaire aussi, on parle depuis un an du RGPD, ça y est, j'ai oublié le nom. Le règlement général de la protection des données européennes. C'est ça, la protection des données européennes. Merci. Et Nantes s'est inscrit dans quelque chose de tout à fait innovant. Je crois que c'est la première métropole en France, pas la première en Europe, mais la première en France, qui se dote d'une charte métropolitaine de la donnée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va plus loin que ce que dit le RGPD ? Ça veut dire quoi cette charte ? Cette charte, c'est à la fois, oui, on va plus loin que la loi aujourd'hui, mais aussi on pose des concepts assez forts pour en fait anticiper et protéger. Anticiper l'avenir sur des dérives d'usage qui peuvent arriver avec l'intelligence artificielle et, on va dire, protéger les citoyens et mettre en confiance. Il y a 3 valeurs fortes autour de cette charte qui a été justement présentée hier par Jonas Roland avec tout un tas d'acteurs qui adhèrent déjà. C'est vraiment aussi ce collectif qui se met en place. On croit que nous, les métropoles, ont un rôle à jouer en exigence sur cet enjeu de la donnée. La donnée urbaine doit être un bien commun. C'est comme l'air, c'est comme l'eau, c'est comme l'ombre. C'est quelque chose qui fait partie du patrimoine commun. Et il est hors de question qu'un privé, quelle que soit la nature de ce privé, s'empare de cette donnée dans les années à venir. Il y a 2 choses qui sont intéressantes. Il y en a une qui m'a vraiment frappé l'œil en lisant cette charte et que je trouve passionnante. C'est la donnée n'est pas uniquement n'est pas la propriété de la collectivité. La collectivité n'est qu'une gérante finalement de cette donnée. Le propriétaire, ce sont les citoyens qui la donnent, cette donnée. Alors, en direct et indirectement. Donc justement, il y a de la propriété publique, il y a de la propriété publique par la data publique. Par la data publique. Il y a de la donnée privée, par exemple, si on prend Waze, si on prend Airbnb, c'est des opérateurs privés à l'échelle mondiale qui, à un moment, ont de la donnée dans lesquelles nous, en tant que, on va dire, organisateurs et facilitateurs de la fabrique de la ville, on doit avoir accès. Si aujourd'hui, par exemple, on n'a pas les données de Waze, les données de déplacement, de circulation, nous, on ne peut pas, de façon très sereine, construire la ville pour anticiper les ronds-points, les espaces publics. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que cette donnée d'intérêt métropolitain, qui est un nouveau concept qu'on a posé avec Jonas Roland, il faut qu'on ait un droit d'accès. Donc, cette charte pose cette notion de souveraineté, la souveraineté de la donnée, d'intérêt métropolitain, la souveraineté sur l'hébergement de la donnée. On souhaite que ces données-là, publiques et de données d'intérêt métropolitain, soient hébergées en France ou en Europe. On souhaite aussi de la sobriété, c'est-à-dire qu'on souhaite vraiment se dire que la donnée aujourd'hui, on ne souhaite pas stocker tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a plein de constructeurs dans ce qu'on appelle la ville intelligente qui nous mettent des capteurs avec 10 indicateurs alors qu'on n'en a besoin que 2. Nous, on va prendre que les 2 parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les usages pour les 8 autres. Ce qu'on pourrait appeler la sobriété numérique, pour faire un petit parallèle à la sobriété heureuse de Rabi. C'est exactement ça. La sobriété numérique, c'est en exigence et vraiment de façon très humble se poser la question pourquoi je stockerait cette donnée qui va coûter cher pour la planète, qui va coûter cher financièrement, parce que les data centers, etc., alors que je ne suis pas sûr que dans 5 ans ou dans 10 ans, elle va être utile. On a vraiment une fuite en avant aujourd'hui, il faut dire stop. Nous, avec Jonas Roland, on dit stop sur la sobriété. On veut être sobre, stop sur justement l'accumulation du stockage. On veut être sobre et on l'impose. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez innovant. Alors, il y a plein d'autres éléments. Il faudrait une émission complète de plus de 20 minutes pour en parler. Il y a un autre élément, et parce que j'ai lu ça juste avant de venir, vous iriez comme jusqu'à ce que fait la ville de Paris aujourd'hui, c'est-à-dire à avoir votre propre data center propre à la collectivité pour justement protéger ces données parce que les contrats ne seront jamais remis en cause, parce qu'il n'y a pas de risque de fuite de la donnée et de rester sur un endroit qui soit propre à la métropole de Nantes pour stocker de la donnée. C'est une des trajectoires sérieuses qu'on étudie et je dirais même qu'on essaye peut-être d'aller plus loin sur comment imaginer une mutualisation, associée à une mutualisation de l'infrastructure, associée à une gouvernance de la donnée territoriale à l'échelle de la métropole, pas qu'avec le public, parce que je crois vraiment à cette trajectoire public-privé. Cette charte, elle dit aussi quelque chose sur la transparence qui est important. Elle dit aujourd'hui que les algorithmes, on va publier les différents critères associés. Sur l'intelligence artificielle, je terminerai là-dessus parce que ça, c'est une première. Cette charte s'interdit l'utilisation d'une intelligence artificielle pour des prises de décision automatiques individuelles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne refuse pas l'intelligence artificielle. Le collectif Non-Édiens en est un exemple. Par contre, de façon de prise de décision automatique pour des cas individuels, on refuse ça. Ça, c'est une première. Et je pense que là, on dit quelque chose sur anticiper l'avenir. On dit, stop, l'intelligence artificielle, nous, il faut qu'à un moment donné, chacun prenne ses responsabilités et les collectivités sont là pour le faire.
Alors, beaucoup de signataires, je pourrais le montrer rapidement à la caméra, voilà, beaucoup de signataires de cette charte. Ça leur est opposable à partir du moment où ils signent quelque part à un citoyen, s'ils s'aperçoivent que la donnée, elle est dévoyée, alors au-delà de la loi que de ce que dit déjà le RGPD, mais par rapport au plus où vous allez, ce serait opposable devant un tribunal, devant quelque chose, non? Aujourd'hui, non, mais par contre, c'est quelque part, c'est pas un engagement formel, réglementaire, c'est un engagement moral. Et pour moi, c'est presque plus fort. C'est-à-dire que les partenaires qu'on a ici, ils sont nombreux. Je ne vais pas tous les citer, mais on a une cinquantaine d'acteurs qui ont dit oui aujourd'hui, on s'engage à vos côtés sur cette logique de protection, de régulation de la donnée urbaine. C'est pas opposable, mais pour moi, ça veut dire que moralement, c'est encore un engagement plus fort. Et voilà. Et je suis sûr qu'on peut la retrouver. Et c'est que le début de l'aventure. Voilà, donc, on peut la retrouver, la charte de la métropolitaine de la donnée, on peut la retrouver sur le site internet, je pense, de la métropole, sans aucune difficulté. Exactement. Vous pouvez aller la consulter. Merci beaucoup, Francky Trichet. On vous Merci retrouvera pour le 2e anniversaire de Nadia. Et puis il y aura peut-être plaisir. plein d'autres choses. Et puis on termine peut-être, je ne sais pas, avec Étienne Dao. Eh ouais, c'est parti. Ah, ça, c'est mon cadeau. Merci beaucoup. Merci, Son. Allez, à bientôt.